Dans les capsules précédentes, nous avons montré que l'humilité des personnes et des entreprises pouvait avoir des conséquences positives sur l'apprentissage, la qualité des services et la résilience des entreprises. Mais qu'en est-il pour les gestionnaires que nous avons rencontrés? Comment l'humilité s'exprime-t-elle dans leur entreprise? Le leadership que j'exerce chez Optel, il faut être humble, premièrement. À un moment donné, j'étais le PDG, puis j'ai été obligé de démissionner. J'étais absolument pourri comme DG, alors j'ai perdu 2 de mes 3 lettres. Alors maintenant, je suis juste le président. Je m'assume comme président, quelqu'un qui apporte une vision, qui est très connecté sur le marché, très connecté sur l'économie, sur les tendances, les technologies, sur les clients. Puis après, je bâtis une vision qui est en ligne toujours avec notre mission d'essayer de bâtir un monde meilleur. Alors, c'est ma responsabilité, c'est d'agglomérer les données et après de créer une vision. Cette citation de Nelson Mandela est fort intéressante, puis c'est quelque chose qu'on se rappelle tous les jours entre nous. C'est sûr qu'on va faire des erreurs, c'est sûr qu'on en a fait dans le passé, on en fait encore et on va en faire dans le futur. Qu'est-ce qu'on a appris? Donc, nous, on se le rappelle constamment parce que c'est très facile dans la routine, tous les jours, de tomber dans l'ego, de tomber dans la culpabilité, à travers la culpabilité, on essaie de se cacher et non, non, c'est pas moi, ou c'est facile aussi de remettre la faute à quelqu'un d'autre. Et même entre nous, en réunion, on se dit, c'est quoi l'apprentissage déjà qu'on a retiré de ça? C'est pas grave, c'est pas important la faute de qui, quoi, comment. Maintenant, qu'est-ce qu'on en retire comme apprentissage? Et par la suite, bien, on trouve des solutions pertinentes, puis c'est ce qui fait la différence. Pour tirer des apprentissages de nos erreurs, il faut d'abord, je pense, accepter l'erreur. On ne vise pas la perfection, on vise l'amélioration continue, par exemple. Donc, à chaque fois qu'il arrive une situation qui n'est pas celle qu'on souhaitait, il faut être capable d'avoir le courage de l'examiner, puis de venir choisir comment on peut s'y prendre pour que cette situation-là n'arrive pas. C'est souvent en évitant de justifier ce qui est arrivé, en acceptant que c'est arrivé, puis en regardant vers l'avenir, en se disant comment on peut pallier à ce genre de situation-là. Dans une capsule précédente, le professeur Yann Simon a mentionné l'importance de l'humilité, de l'ouverture et de la collaboration pour réaliser des alliances et des partenariats. Comme nous le verrons dans l'extrait suivant, ça joue un rôle important dans le secteur des assurances à Québec, où l'on retrouve une forte concurrence entre plusieurs grandes entreprises. À Québec, on retrouve plus de 11 sièges sociaux de différentes institutions financières. Il s'agit de mettre de côté la concurrence et de regarder quelles sont les causes qui nous unissent ensemble. Prenons l'exemple de Centraide. C'est tout le secteur financier qui se met ensemble et dit « Hey, il faut qu'on aide notre communauté ». Et un autre élément qui est important, si vous prenez tous les dirigeants de ces institutions financières-là sont de la région de Québec. Donc, c'est des gens qui sont impliqués dans la communauté, qui partagent une partie des valeurs que nous, on a. Donc, ensemble, c'est facile de se regrouper et pour une cause commune. Deuxième exemple que je peux vous donner, c'est Puissance 11. Il y a 10 ans, on s'est assis ensemble, les présidents des entreprises, avec les responsables des ressources humaines, et on s'est regardé, on a dit, oh, la démographie fait en sorte que la quantité d'employés disponibles sur le marché est en train de baisser. La région de Québec, c'est dans tous les secteurs. Si nous, on se met à faire la promotion et avec la Ville de Québec, de la région de Québec, et des carrières au niveau des institutions financières, c'est sûr qu'on va aider nos établissements d'enseignement. C'est sûr que ces gens-là, on a bien des chances qu'ils vont s'installer dans la région de Québec après. Donc, ça va bénéficier à tout le monde à long terme. Donc, encore là, on a joué un rôle très important à amener des autres concurrents à venir s'asseoir autour de la table avec nous autres. Bénévoles d'expertise, c'était la même chose. On a dit, écoutez, vous autres aussi, vous êtes impliqués dans la communauté. Peux-tu mettre de côté l'aspect concurrence? Ça veut dire, comment on fait là, pour s'assurer que la philanthropie continue à se développer et s'assurer aussi qu'il y a une prochaine génération qui vont poursuivre ce qu'on a fait. Donc, encore là, on s'est mis ensemble et chacun a amené sa contribution. Il y en a que ça a été de dire, OK, viens faire des présentations chez nous. Mes employés, on va lui permettre de participer puis on va en faire la promotion. C'est comme ça qu'on a bâti Bénévoles d'expertise. Donc, c'est cette collaboration-là. Il faut savoir placer des limites entre ce qui est bien pour nous puis ce qui est bien pour l'ensemble de la communauté et des fois, de qui on a besoin d'aide pour donner du rayonnement à notre région. Avoir une cause qui est plus grande que soi, encore une fois.
L'intégration dans des réseaux de partenaires se révèle être particulièrement avantageux pour tous les types d'entreprises, mais ça fait partie intégrante des coopératives. Il s'agit d'ailleurs du 6e principe coopératif de l'Alliance coopérative internationale. Pourquoi est-ce important de s'intégrer dans divers réseaux de la communauté au niveau local, provincial, même international? Je vous dirais, c'est l'essence même de la coopération. La coopérative, c'est des gens qui se regroupent ensemble pour se donner une force commune, pour se donner un service. C'est la même chose lorsqu'on le traduit au niveau de l'entreprise. L'intercoopération qu'on appelle, ça se traduit, comme je l'ai mentionné, entre les individus, mais aussi entre les entreprises, se donner une force. C'est, par exemple, concrètement, la coopérative est membre d'une fédération, donc au niveau provincial, les coopératives unissent leurs efforts, échangent leur expertise, deviennent du référencement l'un par rapport à l'autre, créent une notoriété, une masse critique qui leur permet de donner l'expertise pour mieux répondre aux besoins de ses membres. Ça se fait au niveau provincial, ça va se faire au niveau local, c'est entre les différents secteurs de l'économie au niveau local aussi. Il y a des alliances qui se créent. Particulièrement, ces alliances se créent entre les entreprises qui partagent les mêmes valeurs. Donc, entre les coopératives, dans certains cas, entre un OBNL et une coopérative. Pourquoi? Parce qu'on a une finalité commune qui est de servir, répondre aux besoins de nos membres et non de faire un profit dont l'argent va être distribué à quelqu'un d'autre qui n'a aucun lien avec l'entreprise. Donc, l'intercoopération, c'est un aspect, un principe incontournable qui a permis aux coopératives de se développer. On en a des exemples multiples au Québec, dans le monde, et ça se traduit par mettre nos énergies en commun, nos expertises, créer des fédérations, créer des lieux de concertation au niveau local entre coopératives, entre OBNL. Les coopératives et mutuelles du Québec sont intégrées à l'intérieur de Socodévi. Les secteurs agricoles, secteur laitier, secteur habitation, forestier, funéraire, scolaire, de consommation, l'Institut de recherche et d'enseignement des coopératives de l'Université de Sherbrooke. Tous ces gens se retrouvent à l'intérieur de Socodévi pour cette mission d'intercoopération. Qu'est-ce que ça apporte à Socodévi? Évidemment, une gouvernance solide, mais aussi une expertise. Une expertise pour transférer, pour échanger avec des populations du Sud. Donc, c'est vraiment une mission d'intercoopération. Lorsqu'on réalise Socodévi, par exemple, un appui à un projet de coopérative d'habitation au Sénégal, on va les mettre en lien avec ce réseau des coopératives d'habitation ici, qui ont trouvé des solutions et là-bas sont au début de mettre en place des solutions pour développer leur coopérative d'habitation. C'est un projet de 2000 maisons là-bas. C'est vraiment très intéressant et très stimulant pour nos réseaux d'ici. Et pour les coopératives et mutuelles, c'est la réalisation de leur mission d'intercoopération. Intercoopération immédiate en termes de responsabilité, mais aussi en termes d'alliance. Alliance actuelle et alliance aussi future. On sait aujourd'hui, par exemple, dans l'actualité, que la coopérative fédérée a créé une alliance avec une coopérative indienne pour construire une usine ici au Québec. Une coopérative de l'Inde. Qui aurait dit ça il y a 20 ans? On voyait plutôt l'Inde comme un récipiendaire d'aide, alors qu'aujourd'hui, ça devient un partenaire commercial, une alliance stratégique entre ces deux secteurs. Le réseau des coopératives funéraires du Québec a des alliances avec les coopératives funéraires du Pérou et de la Colombie. En Colombie, le réseau est plus développé qu'ici. Donc, il y a des leçons à tirer des deux côtés. Et je sais que les coopératives funéraires du Pérou sont membres du réseau des coopératives funéraires d'ici et vice-versa, pour des échanges de bonnes pratiques, des échanges d'expertise. Donc, c'est une ouverture sur le monde. Des gens qui ne connaissaient pas beaucoup la coopération internationale ont participé à des projets de coopération internationale par le biais de Socodévi et encadrés par Socodévi. Donc, pour des gens qui travaillent dans une coopérative au Québec, qui sont dans une réalité régionale, de se retrouver du jour au lendemain au Vietnam pour une semaine, 2 semaines pour donner un appui technique, ça ouvre les yeux, c'est l'ouverture sur le monde, c'est un changement de comportement et d'attitude. Et les gens, par la suite, nous appellent « Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour appuyer le développement dans le cadre des projets de Socodévi? » Ça, je pense qu'il y a une valeur ajoutée énorme dans la responsabilité des organisations.
Le développement d'une action collective passe par une mobilisation très large. On prend beaucoup de soin à la Caisse pour créer des alliances avec les différents acteurs du monde de l'économie sociale et plus largement les gens qui s'inscrivent dans une mouvance progressiste pour s'assurer d'être au cœur de ces réseaux-là, de générer des affaires, mais aussi de se donner des réseaux d'influence qui vont permettre de faire avancer la société dans le projet auquel on croit. Ça fait qu'on est présent autant au niveau international qu'au niveau national, provincial et municipal. Ça se transcrit concrètement par l'implication de différents employés dans toutes sortes d'instances stratégiques qui nous permettent d'entendre, mais aussi d'influencer ces différents réseaux-là en fonction des valeurs et des projets qu'on met de l'avant. On s'assure qu'à travers différentes représentations, qu'on puisse influencer et faire avancer les réseaux, mais aussi qu'on puisse être à l'affût et sensibilisé par les préoccupations des autres acteurs sociaux du Québec. La Caisse est très active de par sa taille et de par sa spécialisation dans plusieurs réseaux, ce qui nous permet de favoriser les convergences et faciliter l'obtention de consensus sur des enjeux sociaux importants. La Caisse joue un rôle de réseautage aussi au niveau international. On est très présent dans diverses organisations qui rassemblent des membres qui portent des préoccupations comme les nôtres et qui peuvent influencer les différentes instances au niveau international pour s'assurer de favoriser le développement d'une économie sociale de plus en plus prospère. On a pu voir dans cette capsule que les entreprises, quelle que soit leur forme, gagnent à faire preuve d'humilité car il s'agit d'un avantage concurrentiel inestimable. Que vous soyez employé, gestionnaire ou entrepreneur, nous vous invitons à considérer cette valeur encore mésestimée qu'est l'humilité, et ce, à travers vos actions quotidiennes.